Bonjour, donc je suis Marie Locatelli et je travaille sous la direction de Cécile Flao et de Léonore Fass. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse sur l'ajustement psychologique des proches et des professionnels accompagnant des patients atteints de cancer pour lesquels une sédation profonde et continue jusqu'au décès est discutée. Et là, je vais me concentrer sur une partie de l'étude, donc le temps 1 au moment de l'instauration de la sédation et le décès du patient. J'essaye de passer les slides. Donc, comme vous le savez déjà sûrement, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est une procédure qui est encadrée par la loi Claes-Leonetti de 2016 et elle a pour objectif d'altérer la conscience du patient jusqu'à son décès en cas de souffrance réfractaire et chez des patients dont l'espérance de vie est engagée à court terme. Ce que la littérature va nous dire, c'est qu'en termes d'expérience des proches de patients, la sédation, elle peut être perçue comme une procédure permettant d'accéder à une bonne mort, c'est-à-dire un décès qui serait planifié et sans souffrance. Cependant, les proches vont quand même rapporter certaines inquiétudes, notamment est-ce que le patient ne va pas se réveiller pendant la phase de sédation? Est-ce que la souffrance elle est réellement apaisée pendant la sédation? Et est-ce que cette sédation n'accélérerait pas le décès? Donc 30% des proches vont quand même rapporter une détresse dans le contexte de la sédation profonde et continue, mais on n'a pas forcément d'informations sur la nature précise de cette détresse. Pour les professionnels de santé, on sait que c'est une procédure qui peut être difficile à mettre en place, notamment au niveau de la prise de décision et de l'évaluation du pronostic, puisque c'est une procédure réservée à des patients dont l'espérance de vie est engagée à court terme. Cela demande de pouvoir évaluer l'espérance de vie, ce qui peut être difficile. Donc c'est une procédure qui va générer une certaine charge émotionnelle avec parfois un sentiment d'échec des professionnels, une crainte d'accélérer ou de provoquer le décès du patient. On sait que 11 à 26% des professionnels impliqués dans des sédations profondes et continues vont rapporter un certain sentiment de fardeau. On sait qu'en général, dans le contexte du deuil, les gens s'ajustent plutôt bien, mais ça reste un événement pouvant générer une détresse significative. Et on sait que dans 10 à 15% des morts naturelles, il va y avoir un trouble du deuil prolongé chez les proches. Ce trouble du deuil prolongé va être lui-même associé à un risque accru d'anxiété, d'épisodes dépressifs et d'idées suicidaires. Et certains facteurs vont être associés à l'adaptation après le décès et vont permettre de moduler l'adaptation après le décès, notamment le soutien que le proche a donné au patient pendant la période de fin de vie, mais également la perception que le proche va avoir du décès, sa satisfaction à l'égard des soins de fin de vie reçus par le patient, mais également son propre style d'attachement ou son anxiété et sa dépression pendant la période de fin de vie. Dans ce cadre-là, l'étude APSICED a pour objectif un peu d'évaluer cette détresse, de caractériser cette détresse, et notamment là l'objectif quantitatif AT1, c'est d'évaluer, de caractériser la détresse et les facteurs qui lui sont associés. Donc nous avons fait passer des questionnaires à des proches et des professionnels de patients sédatés. Donc pour les proches, nous avons fait passer donc un questionnaire de dépression, d'anxiété, de style d'attachement et de satisfaction à l'égard des soins de fin de vie. Et pour les professionnels, nous avons fait passer deux questionnaires, un questionnaire de satisfaction professionnelle et un questionnaire de stress professionnel. Et nous les avons fait passer en général environ 1 à 2-3 semaines après le décès du patient. Donc là, je vais vous présenter un peu les situations d'inclusion qui nous ont permis de recueillir des données. Donc pour les patients, donc on n'a pas recruté les patients en eux-mêmes, mais donc ils représentent les situations d'inclusion. Donc on a recruté 55 patients
une majorité de femmes d'âge moyen de 65,38 ans, la majorité étant atteinte de cancer du poumon ou de cancer des voies digestives, et 61,8% étaient à l'initiative de la demande de sédation. Donc la demande de sédation émanait directement d'eux et n'était pas une proposition de l'équipe soignante. Parmi ces personnes, 34,5% souhaitaient précipiter leur décès. Et le fait de pouvoir leur proposer une sédation profonde et continue a fait céder ce souhait dans 94,4% des cas. Donc, à partir de ces 55 situations de sédation, nous avons pu recruter 70 proches, donc plusieurs proches parfois par situation de sédation, par patient, avec 43 femmes d'âge moyen 50,4 ans, la majorité étant des enfants de patients ou des conjoints de patients. Pour les professionnels, nous avons pu en recruter 66, dont une grande majorité de femmes d'âge moyen de 35,9 ans et une majorité d'infirmiers et infirmières. D'abord, en ce qui concerne les professionnels, donc ils pratiquent tous des sédations profondes et continues jusqu'au décès, 91% d'entre eux, quasi 92% d'entre eux, ne rapportent pas de ce qu'on appelle job strain. Le job strain, c'est du stress professionnel qui notamment arrive lorsque la latitude décisionnelle au travail est faible, mais que la demande psychologique est élevée. Donc là, on voit que dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de job strain pour ces professionnels qui pratiquent des sédations. Pour les proches, en termes d'anxiété, on voit que 90% présentent une anxiété moyenne, un niveau d'anxiété assez moyen. Pour la symptomatologie dépressive, une grande majorité n'a pas de symptomatologie dépressive ou alors une symptomatologie dépressive légère. Pour la satisfaction des proches à l'égard des soins de fin de vie, ils sont en moyenne satisfaits des soins de fin de vie reçus puisque leur score au CANHELP est de quasiment 4 sur 5. Et quand on regarde un peu les différentes dimensions, ils sont particulièrement satisfaits notamment de leur rapport aux médecins et aux infirmiers, et un peu moins satisfaits notamment de leurs besoins. Donc leurs besoins, cette sous-dimension du CANHELP, elle évalue est-ce que je suis satisfait de la manière dont on a répondu à mes besoins en tant que proche pendant la période des soins de fin de vie du patient. On voit justement que cette sous-dimension, elle est associée au score de dépression. Donc quand les proches sont moins satisfaits des réponses à leurs besoins pendant la période de fin de vie, ils ont plus de symptomatologie dépressive. De la même manière, on a certains facteurs qui vont être associés à plus de symptomatologie dépressive, notamment les femmes rapportent plus de symptomatologie dépressive que les hommes. Et le fait d'avoir eu recours à une aide psychologique dans le passé, avant la maladie du proche, est aussi associé à plus de symptômes dépressifs. De la même manière, ce qui est assez intéressant, c'est que quand le patient a exprimé un souhait de précipiter son décès, il y a moins de satisfaction chez les proches. Donc les proches de patients qui ont exprimé un souhait de précipiter leur décès sont moins satisfaits que les proches ayant un patient qui n'a pas émis ce souhait-là. On voit également que les proches à la retraite sont plus satisfaits que les proches en activité, et cela indépendamment de l'âge. On voit également que la satisfaction des proches est plus importante quand la demande de sédation, elle émane directement du patient et qu'elle n'est pas une proposition de l'équipe qui aurait ensuite été acceptée par le patient. Donc les proches sont quand même plus satisfaits quand finalement la demande émane directement du patient. On voit également qu'ils vont être plus anxieux quand ils sont moins satisfaits. Donc en termes d'implication, donc s'ils se sont sentis moins impliqués, qu'ils sont moins satisfaits de l'implication dans les soins de fin de vie, ils vont être plus anxieux.
Pareil en termes de relation aux médecins et aux soignants, s'ils sont moins satisfaits de la relation qu'ils ont eue aux médecins et aux soignants pendant la période de fin de vie, ils sont plus anxieux. C'est pareil avec la communication et la prise de décision. On voit que s'ils ne sont pas satisfaits de la communication et de la prise de décision pendant la période de fin de vie, il va y avoir plus d'anxiété chez le proche. On voit donc que la majorité des proches vont rapporter quand même un niveau d'anxiété assez modéré et ne rapportent pas de symptomatologie dépressive. Ils sont en moyenne satisfaits des soins de fin de vie, ce qui est assez conforme à la littérature antérieure. Cette satisfaction, on voit qu'elle est vraiment liée à l'origine de la demande de sédation et à son éventuelle association à une demande de hâter la mort. Donc on voit que s'il y a une demande de hâter la mort chez le patient ou une demande de sédation initialement chez le patient, ça va être plus ou moins difficile pour les proches ensuite en termes d'ajustement après la mort du patient. Les proches sont plus anxieux lors de la période de fin de vie lorsqu'ils sont moins satisfaits des soins de fin de vie. Donc c'est là qu'on voit à quel point c'est crucial de pouvoir les prendre en charge pendant cette période. La satisfaction, elle va être étroitement liée au sens qu'ils vont attribuer à la décision de sédation. On voit que plus la sédation apparaît comme étant imposée, donc pas demandée directement par le patient, ou tout simplement non congruente à la demande du patient, par exemple un patient qui demanderait à accélérer son décès et on n'accéderait pas à cette demande et donc on lui proposerait une sédation profonde et continue jusqu'au décès, l'expérience est plus difficile dans ces cas-là pour les proches. Et une étude similaire l'a montré, quand la demande émane explicitement du patient, la symptomatologie du deuil est moins importante chez les proches. On voit également que la perception de la qualité des soins joue un rôle central dans la détresse émotionnelle puisqu'elle est associée à l'anxiété et à la dépression. Et c'est également conforme à des études qui montrent que la symptomatologie du deuil, de dépression et d'anxiété en fin de vie sera plus importante chez les proches si la perception de la qualité des soins est moindre. Notre étude a quelques limites, notamment nous avons fait une étude multicentrique donc sur plusieurs centres en France, mais on a un centre qui a recruté la majorité de nos participants. Par ailleurs, les centres investigateurs qui travaillent avec nous sont fortement familiarisés avec les protocoles de sédation profonde, ce qui pourrait éventuellement limiter la transférabilité des résultats à des environnements moins habitués à pratiquer des sédations profondes et donc avec un processus de soins et un cadre pas tout à fait comparable. Par ailleurs, on a une non-indépendance partielle des données puisque plusieurs participants sont issus d'une même famille, d'un même patient, ce qui pourrait affecter la robustesse des résultats. Mais nous avons effectué des analyses statistiques qui suggèrent qu'il n'y a pas eu d'impact de cette non-indépendance partielle des données. En termes de perspective, d'abord, ce qui paraît assez important, ça serait de pouvoir homogénéiser les pratiques avec une cohésion d'équipe pour répondre à la fois aux besoins des patients et des proches, et ce, de manière la plus cohérente possible, puisqu'on voit que l'ajustement dépend aussi du lien entre la demande du proche, la demande des patients et ce que va pouvoir effectivement effectuer l'équipe médicale, donc avec une certaine cohérence. On voit que c'est important également de dépister l'anxiété et peut-être pas s'attendre à des symptômes plus dépressifs, mais plutôt anxieux chez les proches de patients pendant cette période-là. Il paraît également intéressant de développer du soutien psychologique pour les proches en post-décès, parce que donc là, les questionnaires que nous avons effectués, c'est en post-décès, et cette anxiété, elle est toujours présente, donc continuer à accompagner les proches après la sortie des soins palliatifs, après le décès du patient. Il faudrait également explorer l'impact à plus long terme de la satisfaction des soins sur les processus de deuil et potentiellement le risque de deuil compliqué, mais ça c'est la suite du protocole APSI-7, donc ça va venir. Merci pour votre présentation. On a déjà une question, donc c'est parfait.
Bonjour, Benoît Verdon, je suis professeur à la même université que vous, pas le même laboratoire. Est-ce que vous avez possibilité de nous dire quelque chose de la différence qu'il y a dans le groupe des proches entre les conjoints et les enfants? Parce que je pense que les enjeux psychiques sont quand même pas mobilisés de la même façon quand on a un parent qu'on n'a pas choisi, avec qui il y a eu des conflits potentiels, qui va mourir, et quand c'est l'être aimé, avec qui il y a eu aussi potentiellement des conflits, mais qu'a priori on a quand même choisi, et avec qui on ne vit quand même pas la même chose qu'avec un parent. Alors, pour l'instant, statistiquement, on n'a pas eu de différence entre les deux groupes, mais je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que les deux groupes ne sont pas du tout équivalents en termes de nombre de proches, donc je ne suis pas sûre que ça soit vraiment représentatif de ce qu'on pourrait trouver avec un plus gros échantillon. Par contre, en quali, on commence à avoir des différences en fonction du type de lien avec le patient. Après, je n'ai pas encore la nature exacte puisque je n'ai pas encore vraiment analyser tout ça. Merci Marie pour ta présentation. J'avais 2 questions à te poser. Pour avoir inclus un certain nombre de patients dans la PsyCED, il y a une question qui m'est venue, c'est je ne me souviens plus si vous étudierez ou si vous étudiez une partie de ce qui est généré par le questionnaire ou par l'étude en elle-même. Parce que de mon expérience, pour certains médecins, ça peut être difficile d'amener cette étude. Elle est difficile à proposer aux familles. Et pour certains cliniciens qui sont peu familiers avec la recherche de manière générale, ça peut générer plus de détresse pour le clinicien de proposer à PsyCED que d'expliquer le concept de la sédation profonde. Oui. Donc, je voulais savoir si vous étudiez un peu cette dimension, est-ce qu'il y a une réflexivité là-dessus ? Alors, notamment en quali, pareil, plutôt sur la dimension qualitative de l'étude, où on a spontanément les proches qui vont nous rapporter que parfois le questionnaire est difficile à remplir, notamment parce qu'il est assez long et qu'il pose parfois des questions qu'ils ne trouvent pas forcément très orientées et adaptées à leurs problématiques. Donc ça, ils vont nous le dire spontanément. Mais par contre, le fait de participer à l'étude en général et de faire partie de ce processus-là, c'est plutôt quelque chose de positif et on a des retours vraiment positifs des proches qui sont contents de pouvoir participer à la recherche et faire évoluer la recherche, qui sont contents de pouvoir nous en parler. Et voilà, c'est une étude longitudinale, on leur propose plusieurs entretiens et c'est quelque chose qu'ils ont l'air d'apprécier. D'ailleurs, on n'a pas une si grande mortalité expérimentale. Ma question concernait un peu plus les cliniciens, mais je ne sais pas si tu as déjà... Est-ce qu'ils m'ont parlé, eux, de l'étude ? Oui, de l'étude en elle-même. Pas tellement. En quali, ils ne m'ont pas parlé de l'étude. D'accord, merci. Et une dernière question. Je voulais savoir, là, les résultats que tu présentes, ils sont poolés entre les alinéas 1, 2 et 3 de la loi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus des sous-catégories, notamment on sait que dans d'autres études qui ne concernent pas le sujet là, que tu développes, mais qu'il y a des différences très importantes entre un alinéa 1 et un patient non communicant d'alinéa 3 sur tout un tas d'autres coms. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu ? Alors là, je sais que la grande majorité des patients qui ont été inclus, ça a été dans le cadre d'alinéa 1, mais on n'a pas les données, en tout cas je ne les ai pas analysées, en termes de différence entre les différents types d'alinéas et les différents types de sédation. Après, c'est des choses qu'on va pouvoir voir en quali, notamment avec les proches qui vont beaucoup nous parler de la temporalité, en nous disant, voilà, ça a été demandé par le patient, on a accédé à sa demande assez rapidement ou pas. Le patient était non communicant, donc ça a été beaucoup plus long à mettre en place. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on voit plus en quali qu'en quanti. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question parce que dans une de tes diapos, dans les données, tu mets qu'avoir des antécédents de troubles psychiques au sens large, c'est associé à plus d'anxiété. Mais parce qu'il y avait une autre étude dans New England il y a 10 ans, mais c'était plutôt en pédiatrie, où il disait que les parents qui avaient des antécédents de troubles psychiques, en fait, ça n'avait pas d'impact sur l'anxiété, puisqu'ils justifiaient ça en disant qu'il y avait un entourage sur le plan, une prise en charge psychologique qui était déjà introduite avant ce moment-là. Et donc, je voulais savoir si c'était une des données que vous aviez pris en compte pour votre étude. Alors, je crois que c'était associé plutôt aux symptômes dépressifs, mais je ne me souviens plus exactement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas associé
aux antécédents psychiatriques, donc le fait d'avoir une maladie, enfin d'avoir eu une maladie psychique. C'est vraiment associé uniquement à la variable. Est-ce que vous avez déjà consulté un professionnel de soins psychiques avant la maladie de votre proche? Donc on ne sait pas trop encore de quoi ça parle. C'est peut-être aussi des gens qui savent plus exprimer leur détresse psychique que d'autres. Moi, j'ai une question. On a un adage en recherche, c'est un peu association is not causation. Du coup, là, vous nous présentez essentiellement des mesures d'association. Oui. Comment vous allez dealer avec cette question de la causalité? Parce qu'on peut attendre le fait qu'un patient anxieux, par exemple, qui présenterait des troubles anxieux généralisés, enfin vraiment pour aller dans l'extrême, puisse être moins satisfait par la qualité des soins. Un patient dépressif également. Et puis en même temps, on peut attendre aussi l'inverse, oui, que la qualité des soins moindres entraîne ça. Donc comment vous allez traiter ça? Alors, au niveau statistique, c'est sûr que pour l'instant, on ne peut pas connaître le sens de l'association entre les deux variables. Après, le protocole est longitudinal et donc on espère pouvoir tirer des conclusions plus de causalité sur les différents temps en pouvant donc vraiment analyser de manière longitudinale nos données. Est-ce que vos données qualitatives ne peuvent pas permettre d'éclairer la causalité? Si le fait d'avoir des données qualitatives va nous permettre effectivement de comprendre et d'évaluer si finalement on n'est pas sur des profils de participants particuliers qui sont moins satisfaits. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce qu'on a d'autres questions?